Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours d'introduction pour débutants sur Max MSP, ou tout simplement Max, qui est un logiciel de programmation graphique dédié à la musique et aux arts multimédia. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel dans ses grands principes et on va aborder quelques concepts essentiels. Cette vidéo servira d'introduction à une série de tutoriels où on construira ensemble des patchs simples qui permettront d'aborder un large panel de techniques. Avant toute chose, vous pouvez télécharger Max sur le site de Cycling74, qui est la société qui développe le logiciel. Je vais commencer ces tutos sous Max 8, la version actuelle est Max 9, mais cela n'a pas d'importance pour l'instant. Notez que Max est un logiciel payant, mais qu'il y a une version d'évaluation sur laquelle vous ne pourrez pas sauvegarder votre travail, mais qui vous permettra quand même d'essayer des choses et de déterminer si cela vaut le coup pour vous de l'acheter. J'espère que cette vidéo et les suivantes vous aideront aussi à y voir plus clair à ce niveau-là. Alors, lorsque je commence de 0 dans Max, je peux faire Command N sur Mac ou Ctrl N sur PC et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre avec cette page blanche vide. Cette fenêtre, c'est ce qu'on appelle un patcher et c'est ce qui va contenir tout ce que je vais coder. Max est un environnement de programmation graphique, on va donc faire du code, de la programmation, mais au lieu d'écrire des lignes de code, on va relier des boîtes entre elles avec des câbles. Max va nous permettre de manipuler plusieurs types de données, des nombres, du signal, avec notamment du son, et même de la vidéo. Ces trois univers peuvent communiquer entre eux et c'est ce qui fait la force de Max. On va donc pouvoir générer de la vidéo audio réactive, générer des notes MIDI en fonction d'une source vidéo, modifier un signal en fonction des notes MIDI reçues, etc., etc. Entre parenthèses, vous entendrez parfois les termes Max MSP Jitter. Cela correspondait historiquement aux trois univers nombre, signal et vidéo. Aujourd'hui, on appelle tout simplement Max la réunion de ces trois univers. En plus de la manipulation en interne des différents types de données, Max va pouvoir récupérer des entrées et communiquer avec l'extérieur via des sorties. Ces entrées et sorties peuvent être de nature très diverse. On peut récupérer de l'audio de notre carte son, on peut récupérer le signal venant de la caméra, on peut récupérer du MIDI, on peut récupérer aussi des données venant de capteurs, de contrôleurs divers, par exemple des contrôleurs de jeux vidéo ou des choses comme ça. Et pour les sorties, c'est pareil, on peut générer du signal, donc par exemple pour faire de la synthèse sonore ou pour faire du traitement en temps réel de son instrumental. On peut générer du MIDI pour aller contrôler par exemple des synthétiseurs ou d'autres logiciels. On peut générer de la vidéo, on peut générer du DMX par exemple pour contrôler des lumières de scène, etc., etc. Alors une notion fondamentale dans Max, ce sont les deux modes lock et unlock qui correspondent au mode d'édition du patch pour programmer donc le patch et au mode d'interaction avec le patch pour l'utilisateur. Pour passer d'un mode à l'autre, vous avez le petit bouton cadenas ici en bas à gauche, où vous avez le raccourci commande E ou CTRL E sur Windows. Et je vous conseille d'utiliser plutôt le raccourci clavier parce que vous allez voir, on est constamment en train de passer d'un mode à l'autre lorsqu'on programme dans Max. Dans Max, les objets, ce sont ces boîtes reliées par des câbles. Ils correspondent à des lignes de code qui réalisent des fonctions. Ils ont des entrées, qui sont les données d'entrée de la fonction, et des sorties, où ils vont nous donner les résultats de leur calcul. Les objets ont des attributs et des arguments, c'est-à-dire des propriétés qui déterminent leur fonctionnement ou leur apparence. Cela peut être une valeur d'initialisation, un mode de fonctionnement particulier, ou encore des propriétés graphiques. Lors de la création d'un nouvel objet, vous pouvez lui spécifier des arguments qui vont être les paramètres de base avec lesquels l'objet va fonctionner. Par exemple, ici je crée un objet plus 1, plus est le nom de l'objet, la fonction qu'on appelle, donc la fonction d'addition. 1 est ici le premier argument et correspond à une valeur initiale à ajouter. Alors attention, l'ordre des arguments est important. L'objet va s'attendre à ce qu'on lui donne ces arguments dans un certain ordre. Par exemple, ici je crée un objet translate qui va prendre un nombre en millisecondes et le transformer en sample. L'ordre des deux arguments ici est important. Le premier représente le format d'entrée, le deuxième le format de sortie. Les attributs sont des paramètres, des propriétés de l'objet que l'on peut spécifier de plusieurs manières. Par exemple, lors de la création de l'objet, on peut taper arrobase, le nom de l'attribut, puis spécifier la valeur que l'on veut. Par exemple, l'objet CycleTild est un oscillateur sinusoïdal dont je peux spécifier la fréquence avec l'attribut @frequency.
Autre exemple, l'objet TextButton. C'est un bouton sur lequel on peut cliquer, par exemple pour déclencher quelque chose, et qui peut afficher du texte. Cet objet possède l'attribut @text qui permet de lui spécifier le texte à afficher. Lorsque je crée cet objet, je vais donc faire le raccourci N, puis taper TextButton @text coucou, et l'objet va se créer avec le texte coucou. Je peux spécifier plusieurs attributs de cette façon, et ce dans l'ordre que je veux. Par exemple, je peux changer la couleur du texte avec l'attribut @textToneColor. Les couleurs sont spécifiées au format RGB, Red, Green, Blue. Donc si je tape 255.0.0, j'aurai un texte qui sera rouge. Tous les attributs d'un objet sont accessibles par une fenêtre que je peux trouver dans la barre de droite et que je peux aussi ouvrir avec commande I ou CTRL I sur Windows et qui s'appelle l'Inspector. Dans l'Inspector, je retrouve pour chaque objet les attributs et leurs valeurs correspondantes. Par exemple, pour le TextButton que j'ai créé tout à l'heure, je retrouve ici l'attribut @text qui représente le texte affiché et l'attribut @textOnColor qui représente la couleur de ce texte. Pour savoir ce qu'il faut taper après le pour spécifier tel ou tel attribut, je dois cliquer en bas de l'inspecteur sur l'icône et une autre colonne apparaît. On a encore une autre façon d'accéder aux attributs d'un objet, que ce soit pour les modifier ou pour simplement visualiser leur état actuel, c'est l'objet Attrui. Donc Attrui pour Attribute User Interface. Pour cela, on va simplement créer un objet Attrui, le connecter à la première entrée de notre objet dont on souhaite visualiser ou modifier les attributs, et on va avoir une liste de tous nos attributs. Donc par exemple, je peux retrouver ici mon attribut TextOnColor que j'ai spécifié tout à l'heure. Donc petit récap sur la différence entre arguments et attributs. Les arguments donc, ne concernent que certains paramètres importants des objets, alors que les attributs, on peut modifier l'ensemble des propriétés d'un objet. Les arguments ne sont pas nommés et donc l'ordre dans lequel on les appelle importe, alors que les attributs sont nommés, du coup l'ordre n'importe pas, on peut les appeler dans n'importe quel ordre. Les messages, que l'on peut créer avec le raccourci M, sont un autre type de boîte qu'on va pouvoir connecter aux objets via des câbles. La différence entre les boîtes objets et les boîtes messages est que les objets réalisent des fonctions, comme on l'a vu, alors que les messages contiennent des données. On peut écrire dans un message puis cliquer dessus. Lorsqu'on clique dessus, les données contenues dans le message sont transmises via sa sortie. Ici, on peut vérifier que le message est bien transmis grâce à l'objet print qui va afficher ce message dans la console. Pour ouvrir la console, cliquez sur l'icône à droite, ou bien vous pouvez faire le raccourci commande M ou CTRL M sur Windows. On voit bien qu'à chaque fois que je clique sur le message, son contenu est transmis à sa sortie. Ensuite, je pourrais utiliser ce contenu pour déclencher un événement ou un calcul, par exemple. Les messages peuvent contenir plusieurs types de données, des nombres, des symboles ou des listes. Alors dans les nombres, on a deux types. On a les nombres entiers qui sont représentés par un i ou par l'abréviation int qui vient du mot integer en anglais, et des nombres à virgule ou floating point ou simplement float en anglais qui sont représentés par l'abréviation f. Ensuite, on peut avoir des symboles. Donc les symboles sont des chaînes de caractères, c'est-à-dire des groupes de caractères sans espace. Les symboles sont représentés par l'abréviation S. Et enfin, on peut avoir des listes. Alors une liste, c'est plusieurs éléments parmi les éléments ci-dessus qui sont séparés par un espace. Les listes sont représentées par l'abréviation L. Si on observe de plus près nos objets, on remarque qu'il y a deux types d'entrées. Certaines sont rouges, d'autres sont bleues. En promenant la souris au-dessus de chaque entrée, j'ai un message qui s'affiche et qui indique ce que fait cette entrée. Donc là, sur notre objet plus, l'entrée de droite indique Set Right Operand, c'est-à-dire régler le membre de droite de l'opération d'addition, et l'entrée de gauche indique Set Left Operand, Trigger the Calculation, c'est-à-dire régler le membre de gauche de l'opération et déclencher le calcul. Et de façon générale,
C'est une règle qui sera valable pour tous les objets qui possèdent une entrée chaude et une ou plusieurs entrées froides. Ça va être l'entrée chaude, donc qui sera colorée en rouge, qui va déclencher le calcul. Donc un exemple ici, si je mets ici quelque chose dans l'entrée de droite, on voit que ça ne déclenche rien du tout. Et dès lors que je mets quelque chose dans l'entrée de gauche, ça déclenche le calcul. Donc ici, ça me fait 15 plus 28 égale 43. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire pour déclencher l'opération sans changer le membre de gauche ici? Alors pour ça, on va utiliser un message particulier, c'est le message bang. Alors le message bang, c'est un message particulier qui ne contient pas d'informations. La seule chose qu'il dit à l'objet qui le reçoit, c'est « vas-y, fais ce que tu as à faire maintenant ». Autrement dit, c'est un déclencheur, il déclenche les opérations. Il va nous être utile par exemple dans le cas de notre objet plus, dont l'entrée de droite est froide, c'est-à-dire qu'elle ne déclenche pas l'opération. Ce qu'on peut faire si on veut changer le membre de droite de l'addition et déclencher l'opération sans avoir à changer le membre de gauche, on peut donc envoyer un bang dans l'entrée chaude, comme ceci. Alors ici, je me sers de l'objet button, que vous pouvez créer en utilisant le raccourci B, et on peut voir dans la console que cet objet, lorsqu'on clique dessus, il envoie effectivement le message bang, littéralement bang. Alors maintenant, si l'on veut pouvoir faire cette opération sans avoir à cliquer sur le bouton, sans avoir à faire deux choses, changer le membre de droite, puis cliquer sur le bouton pour le déclencher, comment peut-on faire? Alors, on a un objet qui s'appelle trigger et qui permet de déclencher des opérations dans un ordre précis en envoyant successivement différents messages. Dans notre cas ici, lorsque mon objet trigger reçoit un nombre entier, integer ou i, il va successivement envoyer ce nombre via sa sortie la plus à droite, puis un bang via sa sortie de gauche. C'est ce que signifie trigger BI. Trigger est le nom de l'objet, B et I sont deux arguments qui indiquent à mon objet qu'il doit se créer deux sorties, l'une par laquelle il reproduira le int, le integer, à son entrée, l'autre par laquelle il enverra un bang, et ce, dans cet ordre. Notez que l'objet trigger peut s'écrire aussi tout simplement T. On peut voir l'objet trigger ici à l'œuvre. Si j'affiche la console et que je clique sur ce bouton ici, je vais avoir mes 4 objets print qui sont numérotés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement écrit print ici, j'ai les numéros de mes prints qui sont affichés. Je peux voir qu'effectivement, trigger a envoyé dans le bon ordre un bang dans chacun de mes objets print. Ici, lorsque j'envoie un integer, par exemple 10, on voit que comme les 4 arguments de mon trigger ici sont i, b, b, i, il a envoyé le int, deux bang, puis à nouveau le int. Mais alors vous me direz, pourquoi est-ce que c'est dans cet ordre-là, de droite à gauche, et non pas de gauche à droite? Alors on a parlé des entrées et des sorties des objets, et on a vu que les entrées étaient en haut et les sorties en bas. C'est donc assez intuitif de se dire que les opérations dans Max se déroulent de haut en bas. Mais contrairement au code sous forme de texte, où l'on va dérouler les lignes de code de haut en bas, ici on est dans un espace en 2 dimensions. Donc il a fallu déterminer un ordre des opérations aussi sur l'axe horizontal. Dans Max, cet ordre, et c'est un petit peu moins intuitif, c'est de droite à gauche. Cela signifie que si un objet a plusieurs sorties, les données sortiront toujours de la sortie la plus à droite en premier à la sortie la plus à gauche en dernier. Un exemple ici, si je souhaite afficher dans la console 1, puis 2, puis 3. On pourrait se dire, bah tiens, je fais 3 messages, 1, 2, 3, et je les bang à l'aide d'un bouton. Mais vous voyez qu'ici dans la console, on a les messages dans l'ordre 3, 2, 1. Donc ça, c'est pas bon. Si je mets mes messages dans l'ordre inverse, j'ai mon bang qui va d'abord aller déclencher le message 1, puis le message 2, puis le message 3. Et là, c'est bon. Mais le problème de ça, c'est que selon la façon dont mes messages sont disposés graphiquement, ça va changer l'ordre dans lequel les opérations se font. Et ça, c'est pas très sécurisé. Donc pour régler ça, on utilise, là encore, l'objet trigger,
qui ici va nous garantir que les 3 messages sont bien déclenchés dans cet ordre-là, puisque l'objet trigger va toujours déclencher ses sorties de droite à gauche. Donc quel que soit l'ordre dans lequel j'affiche mes messages ici, j'aurai toujours les opérations déclenchées dans le bon ordre. L'un des gros avantages de Max, c'est la qualité et la profusion de sa documentation. Pour ouvrir la fenêtre référence qui contient la documentation complète de Max, il vous suffit de faire commande Shift R et vous avez énormément de ressources à votre disposition, que ce soit une description de tous les objets disponibles, des guides sur différents sujets, des tutoriels, etc., etc. Lorsque vous ne connaissez pas un objet, vous pouvez faire Alt-clic sur cet objet et cela vous ouvre le fichier help, qui est une ressource indispensable, qui vous explique en fait comment fonctionne l'objet et qui vous donne aussi des exemples avec diverses utilisations, diverses spécificités de l'objet. Donc vraiment, quand vous ne connaissez pas un objet, toujours ouvrir le help, donc Alt plus clic, ou vous pouvez aussi faire clic droit, Open Cycle Help, par exemple ici. Voilà. En dernier lieu, je vous encourage fortement à documenter vos propres patchs en mettant des commentaires. Alors non seulement des commentaires sous la vidéo, mais aussi des commentaires dans votre patch. Vous faites le raccourci C et vous pouvez écrire des commentaires. Donc c'est du texte qui est juste pour vous rappeler de ce que vous avez fait. C'est très utile si vous devez travailler avec d'autres personnes ou si vous rouvrez un patch que vous avez fait après quelques temps pour voilà, arriver facilement à relire ce que vous avez fait. À mon sens, c'est vraiment indispensable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné l'envie d'aller un peu plus loin sur Max. Si c'est le cas, je vous invite à regarder les tutos disponibles sur ma chaîne. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.